Qu'est-ce qu'une espèce non indigène? La terminologie autour de ces espèces non indigènes et des invasions biologiques plus généralement est riche. Aujourd'hui, on va parler d'espèces non indigènes, que l'on appelle aussi espèces exotiques ou encore espèces introduites. Ce sont des espèces qui ont été introduites hors de leur aire de répartition par le biais d'une activité humaine, que ce soit volontairement ou accidentellement. Ces espèces peuvent devenir invasives ou peuvent être des espèces exotiques envahissantes. C'est-à-dire que leurs densités vont fortement augmenter et qu'elles vont avoir un impact sur les écosystèmes. En revanche, aujourd'hui, on ne parlera pas d'espèces envahissantes, qui sont des espèces non exotiques, qui sont des espèces natives, qui peuvent avoir un caractère envahissant, comme l'exemple du poulpe en 2021 le long des côtes bretonnes, qui était un poulpe d'origine européenne. Et on ne va pas parler d'espèces dites néonatives, qui sont des espèces dont l'aire de répartition naturelle d'origine augmente, par exemple, à cause du réchauffement climatique. Donc, le processus théorique d'une invasion biologique, c'est que l'espèce doit tout d'abord franchir une barrière géographique, donc on l'a vu par le biais d'activités humaines, et c'est-à-dire qu'il doit y avoir une discontinuité géographique entre son aire d'origine et son aire d'introduction. Une fois qu'elle est introduite, donc l'espèce non indigène doit franchir une barrière environnementale. C'est-à-dire qu'elle doit trouver des conditions propices à son développement. Ainsi, elle peut former des populations viables et elle franchit cette barrière environnementale. Elle entre alors dans une phase de latence où les densités restent faibles. Cette phase de latence peut être plus ou moins longue, jusqu'à plusieurs années. Et parfois, elles peuvent entrer en phase exponentielle, c'est-à-dire qu'on a une augmentation exponentielle des densités jusqu'à observer des impacts. Par la suite, sans que l'on puisse l'anticiper, les populations peuvent diminuer, fluctuer, rester stables. Mais ça, on ne peut pas savoir avant comment ça va se passer. Comment ces espèces non indigènes arrivent sur nos côtes? La première voie d'introduction, c'est le trafic maritime, avec plusieurs vecteurs. Le premier vecteur, c'est les eaux de ballast, c'est-à-dire que les navires, les cargos, lorsqu'ils sont vides dans un port, chargent leur ballast d'eau avec à l'intérieur des individus, des larves de certaines espèces, traversent les océans et dans le port où ils arrivent, vident leur ballast avec ces espèces. On a aussi le biofouling qui correspond en fait à l'encrassement biologique sur les coques des bateaux, comme on peut le voir sur la photo. Une seconde voie d'introduction importante, ce sont les cultures marines. On a des introductions qui sont volontaires, des espèces qui sont introduites pour être cultivées, ce qui est le cas de l'huître creuse Magallana gigas, qui a été introduite des côtes japonaises pour l'ostréiculture. Et on a associé à cette introduction volontaire tout plein d'introductions accidentelles avec toutes les espèces qui étaient fixées ou qui étaient entre les coquilles, qui ont été introduites dans le milieu. On a d'autres voies et vecteurs d'introduction, par exemple les activités de pêche et notamment les appâts vivants qui peuvent être rejetés dans le milieu. L'aquariophilie avec les rejets d'espèces captives. Les déchets flottants avec les espèces qui peuvent se développer sur les déchets puis être transportées d'un continent à l'autre. Et enfin, les chenaux fabriqués par l'homme qui relient deux masses d'eau qui normalement n'auraient pas dû communiquer. On a l'exemple du canal de Suez qui relie la mer Rouge à l'est de la Méditerranée. Pour ce qui est des introductions d'espèces en France métropolitaine, on arrive aujourd'hui à 342 espèces non indigènes sur les côtes françaises, Méditerranée, Atlantique et Manche, avec un nombre plus important d'espèces sur les côtes méditerranéennes, ce qui est en orange sur le graphique, par rapport à l'Atlantique et à la Manche en vert et en bleu. On constate que le nombre d'introductions a plus fortement augmenté à partir des années 70, ce qui correspond dans ces années-là à une augmentation du commerce international et donc du trafic maritime, mais aussi à l'importation des huîtres japonaises pour leur culture en France et à tout le cortège d'espèces associées dont on vient de parler. Ce que l'on peut dire aussi des espèces non indigènes qui sont établies sur les côtes françaises, c'est qu'elles viennent essentiellement d'autres zones tempérées, Amérique et surtout Asie. Ces espèces, lorsqu'elles passent en phase exponentielle, elles peuvent avoir des impacts, et ces impacts peuvent être écologiques ou encore socio-économiques ou sanitaires.
Le mieux pour parler de ces impacts, c'est de donner directement des exemples. Prenons d'abord l'exemple de la crépidule, Crepidula fornicata. Il s'agit d'un gastéropode qui vient des côtes américaines, qui a été introduit en 1945 sur les côtes normandes. Cette espèce a déjà passé sa phase de latence et sa phase exponentielle et a été invasive dans plusieurs écosystèmes le long de la côte atlantique, par exemple dans la rade de Brest. Il s'agit en fait d'une espèce que l'on peut qualifier d'ingénieure, notamment parce qu'elle a une coquille. Lorsqu'elle forme des tapis très denses, ces coquilles forment des récifs, une sorte de nouvel habitat, ce qui va donc impacter les communautés natives et, par effet cascade, le fonctionnement de l'écosystème. On peut également citer l'exemple du crabe bleu, Cainectes sapidus, qui est aussi originaire des côtes américaines, qui a été introduit, ou en tout cas observé dès les années 1900 et 1960 sur les côtes françaises, mais qui est resté très longtemps en phase de latence. Et c'est depuis 2017 qu'il devient très envahissant, notamment sur les côtes méditerranéennes françaises. Il a des impacts écologiques, car c'est un crabe prédateur et très agressif, mais il a également des impacts socio-économiques. Donc, le fait qu'il prédate et qu'il ait des impacts sur les communautés, ça va réduire les stocks des espèces qui sont pêchées. Donc il y a une perte pour les activités pour les pêcheurs. Mais il y a aussi des pertes économiques parce que le fait qu'il soit agressif, il va déchirer les filets et donc après chaque pêche, les pêcheurs sont obligés de racheter des filets neufs. Enfin, on peut parler d'impact sanitaire avec l'exemple du poisson-lion Pterois miles. Ce poisson n'est pas encore présent sur les côtes métropolitaines françaises, mais il est fort probable qu'il arrive dans les années à venir. En revanche, il est présent sur les côtes de Martinique. Ce poisson, en plus d'avoir des impacts écologiques et socio-économiques, se voit doté sur ses nageoires dorsales d'une épine venimeuse. Il peut donc avoir des impacts sanitaires, notamment en cas de plongée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces impacts sont bien souvent irréversibles. Le mieux est donc de faire une gestion à la source de la pression pour limiter les nouvelles introductions et limiter les invasions biologiques. Pour cela, on va faire de la gestion préventive au niveau des voies et vecteurs d'introduction, essentiellement par la réglementation, mais aussi par la sensibilisation des acteurs du milieu marin. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle la biosécurité, sur laquelle nous allons travailler les prochaines années pour ainsi limiter la problématique des invasions biologiques.